Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Fermeture des frontières nigérianes. Quel est le manque à gagner réel pour le Bénin? Cette question, qui revient depuis peu avec insistance sur bien des lèvres, aura trouvé ces derniers jours du répondant, ou tout au moins un début de réponse. À la faveur d'une interview accordée au magazine panafricain Jeune Afrique, le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, a eu à révéler la part des recettes imputables à la dite fermeture. 48,6 milliards de francs CFA. Il s'agit là des estimations officielles. Un impact relativement limité aura relevé la gentille nationale. Fermeture partielle des frontières du Nigeria. Au Bénin, plus de peur que de mal. Le sujet au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et déjà sur ce plateau pour nous accompagner, Raoufi Badirou, il n'est plus à présenter. Expert en gouvernance, il est un ancien fonctionnaire du PNUD. La question de gouvernance l'intéresse à plus d'un titre. Le patriotisme oblige. Son grain de sel, il accepte de nous l'apporter pour l'enrichissement de ce débat. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour Monsieur Yetondi et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Il faut répondre à leur façon. Merci pour la disponibilité. En face de vous, Kazmi Pédior, journaliste, analyste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Badirou. Mes considérations, chers confrères. Merci donc à tous d'être là. Fermeture partielle des frontières du Nigeria. Les pertes financières, mesdames, messieurs, en chiffres pour le Bénin, 48,6 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. En tout cas, ce sont là les propos de l'agentier national Romuald Wadayi. Nous allons nous tourner peut-être vers l'analyste économique, pourquoi pas. Quand vous avez suivi ces révélations de l'agentier national, quelle aurait été votre première réaction? La déception, l'angoisse et le sentiment de l'à peu près, parce que l'expression estimation me gêne beaucoup. Venant d'un agentier national, le ministre ne peut pas parler en termes d'estimation. Nous devons pouvoir voir ses vraies valeurs parce que le budget, il est connu en 2019. Nous savons quand est-ce que le Nigeria a fermé les frontières et nous l'avons dit en son temps. Et puis, c'est que ces chiffres ont été minorés. Ces différents facteurs m'amènent à dire que je ne suis pas en présence d'une vérité. Je ne suis pas en présence d'une révélation. Parce que le montant, ça dépasse ça. Les 48 milliards, 6, pour moi, ne devrait pas être de l'estimation. Ça doit être la vraie valeur. Parce que l'année 2019, nous l'avons terminée. Nous avons déjà dépassé le 31 décembre 2019. Donc, on ne peut plus être en estimation lorsqu'on parle... Il faut avoir des données réelles. Merci. Ok, oui, ils sont un certain nombre à penser qu'on peut aller au-delà des estimations. Peut-être, dans un second temps, on aura après des chiffres, des données plus exactes à apprécier. Mais avant cette autre sortie de l'agentier national, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, mesdames, messieurs. Alors, Badirou, est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même cette démarche de transparence? De toutes les façons, transparence ou pas transparence, nous savons déjà que nous jouons au mauvais jeu en allant, en étant comme nous sommes avec le Nigeria. Vous savez, nous savons que notre économie est arrimée sur l'économie du Nigeria. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le géant d'à côté fait beaucoup de choses avec nous ici. Nous nous souvenons que le trafic était si important à un certain temps que le Nigeria avait même proposé d'agrandir notre port, ce que nous avons refusé et ce que nous avons fait après. Bon, et depuis toujours, nous sommes ensemble avec le Nigeria. Il aurait fallu de bonnes relations, de bons voisinages et de bons rapports commerciaux entre ces deux pays. Ce qui n'est pas... Et nous savons que la perte serait lourde pour nous parce que c'est un gros morceau que nous sommes en train d'écarter de notre chemin économique. Et ce qui se passe aujourd'hui, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a 48 milliards, c'est peut-être pas... Je rejoins mon monsieur Pédion de dire que nous sommes déjà en février.
on ne peut plus parler d'estimation. Qu'on nous donne les chiffres réels. Il paraît que le Niger à côté déclare 44 milliards. C'est vrai, le Niger c'était en 2 mois, après 2 mois de fermeture, 44 milliards. Et nous sommes ici, nous avons la plupart des choses avec le Nigeria, et nous déclarons 48 milliards. Alors je crois que peut-être c'est le double. On verra bien. On verra bien, oui, c'est une estimation, c'est bon de surtout le souligner, car les données plus évoluées, qui sait si les analystes ne sont pas en train de travailler sur les chiffres. Donc, on en saura un peu plus, Kazmi Pidjo, dans les tout prochains jours. Mais à partir déjà de ce que l'on a, est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, saluer cette démarche des autorités à mettre en lumière quand même ce qui se passe? Car désormais, les Béninois savent à quoi s'en tenir. On ne peut quand même pas avoir des relations telles qu'elles sont, souscrire à un certain nombre de tests et constater qu'un bon matin, fut-il l'aîné, on décide ex nihilo de nous mettre dans la posture dans laquelle on nous a mis. Kazmi Pidjo. Non, je ne salue pas leur démarche parce que c'est à eux de nous fournir les vraies informations. Et mieux, je suis très à l'aise, je suis très confiant que bientôt, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va sortir les vraies valeurs. Et je suis peiné lorsqu'il s'agit du président du conseil d'administration, enfin, du conseil des ministres de la BCEAO qui donne ces chiffres-là. Je suis très peiné que demain, la BCEAO veuille sortir ces chiffres et que ça ne soit pas en conformité avec ce que le ministre voit, le président du conseil d'administration de l'UEMOA a dit, ça pose un problème. Mais je m'en tiens à la source officielle. Moi, je voudrais analyser les 48,6 milliards. Oui. Je prends ce chiffre comme un chiffre que tous les Béninois ont entendu. Mais alors, lorsque vous avez perdu 48 milliards, 6, tout de suite, vous allez à l'Assemblée nationale et vous prenez ce qu'on appelle collectif budgétaire. Avez-vous vu cela au Bénin en 2019? Nous devons pouvoir assister à ça. On était obligé, c'était un passage obligé. C'est un passage obligé parce que ça fait 48 milliards de moins au niveau du budget national. On doit pouvoir réajuster les choses et supprimer certainement certains projets ou programmes qui ne devraient plus être financés parce qu'il y a 48 milliards 6 de moins. Puis, j'ai assisté à un discours en fin d'année de mon président de la République, Patrice Talon, qui a donné l'assurance que tout va bien, que le pays se porte à merveille. On n'a même pas évoqué la question de la fermeture des frontières lors de ce discours. Et patatras, février 2020, le ministre de l'Agentier national vient à la face du monde et annonce 48 milliards de francs CFA qui ont été des manques à gagner, issus donc de cette fermeture des frontières. Pour moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas la coordination gouvernementale pour ce qui est de la rupture. Ça pose un véritable problème. Pour finir avec l'analyse, je voudrais rappeler à nos autorités que le Nigeria et le Bénin partagent de bons voisinages en ce qui concerne la culture, mais aussi le commerce. Et qu'eux-mêmes ont dit, pour le compte de l'année budgétaire 2019, nous aurons douane et impôts réunis près de 1300 milliards de francs CFA. Or, le Nigeria participe à hauteur de 33% à cette cagnotte-là. Lorsque vous faites 33% de 1300, c'est-à-dire le tiers de 1300 milliards, dites-moi si vous allez trouver 48 milliards de pertes et profits. Vous l'avez dit, Kazmi Pidjo, qu'on va s'en tenir aux chiffres officiels. En attendant, comme je l'ai dit, les autorités ont bien fait de souligner qu'il s'agit là d'une estimation, même si on aurait souhaité, puisque 2019 s'est écoulé, avoir des données plus avancées. Qui dit que demain, on n'aura pas d'autres chiffres, Kazmi Pidjo. Donc, il faut garder un peu patience. Mais vous avez souligné tout à l'heure un aspect important, soulignant ou déplorant le fait que lors du discours officiel de l'autorité, qu'on n'ait pas vraiment mentionné un peu ce gap-là. Mais Kazmi Pidjo, vous avez suivi l'Agentier. Lorsqu'il présentait ces chiffres, il a rappelé qu'en matière d'impact, c'est un impact relativement limité. S'il y a eu la résilience, il n'y a pas encore eu de résilience. La résilience en économie, c'est la période qui succède directement à une crise. Nous sommes ici dans la pleine crise. La crise n'est pas encore terminée. Le Nigeria n'a pas encore rouvert ses frontières. Donc, on ne peut pas être en résilience.
Nous sommes en crise et c'est la période qui va venir juste après. Permettez que Et non, la capacité du Bénin pour le moment de faire face à la crise. Et là, je rebondis pour dire, alors, si l'État a perdu 48 milliards, qu'en est-il alors des opérateurs économiques? Qu'en est-il de Bénin Contrôle? S'il vous plaît, on revient sur ces questions qui sont aussi importantes. Mais je voudrais vous poser la question, c'est des matières sur lesquelles vous avez eu longtemps à travailler, gouvernance et autres. Je vous propose la même question, simplement. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'entre-temps, au-delà de tout, qu'il y a certainement eu de résilience, c'est vrai, votre vis-à-vis a tenu un aspect qui paraît aussi pertinent, mais est-ce que ça ne peut pas s'expliquer? Entre-temps, le Bénin est parvenu très rapidement à trouver les formules pour assouplir un peu le choc. Conséquence, pourquoi pleurer encore sur du lait versé? Il ne faut pas se voiler la face. Je suis heureux que M. Kédio ait donné des chiffres. Même sans les chiffres, nous pouvons déjà savoir qu'on joue avec le feu. Il n'y a que ce que représente le Nigeria dans notre économie nationale, nos opérateurs économiques. Les 90% de nos opérateurs économiques travaillent avec le Nigeria. Les plus riches de ce pays travaillent avec le Nigeria. Si vous avez une aiguille ici que vous vendez pour le Nigeria, vous devenez riche. Et on ne tient pas compte de tout ça, on minimise. Non, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. D'ailleurs, ils savent utiliser les rapports de force puisque nous en sommes là. Les rapports de force, c'est celui qui détient le pouvoir ou l'argent. Il écrase l'autre. Et c'est ce que nous voyons même dans la vie courante. Vous savez, sur le ring de boxe, on ne va pas mettre un poids plume devant un poids lourd. Ça ne se fait pas. C'est contraire à la nature humaine. Nous avons le Bénin ici. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour être en bon voisinage avec le Nigeria, pour prospérer. Et vous fermez cette porte-là, et cette porte-là se ferme. Parce que c'est pas vous fermer, vous provoquez la fermeture de cette porte-là d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Mettre en branle les relations internationales, calmer le jeu immédiatement et établir les rapports de bon voisinage avec ce géant. Ce n'est pas parce que nous sommes à côté du Nigeria que nous n'en savons pas la valeur. Dans le monde entier, ils savent que c'est un géant d'Afrique. Et nous sommes là à jouer. C'est parce qu'on joue. Parce que si on ne voit pas le danger venir, c'est qu'on n'est vraiment pas digne d'être responsable dans ce pays. Parce que quand on est responsable vraiment dans ce pays, on doit savoir cela, qu'il ne faut pas se mettre à dos le Nigeria et qu'il faut établir vaille que vaille des rapports de bon voisinage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à notre... Il est vrai, le Nigeria aussi va en prendre un coup, mais ce coup sera trop minime par rapport au coup que nous prendrons ici. Par conséquent, pour le bien-être du peuple, pour que le pays se porte bien, il faut établir des bonnes relations avec ce pays. Actuellement, nous souffrons tous. Nous souffrons ici, plus que les autres. Les autres aussi en souffrent, mais nous souffrons beaucoup. Parce que tout est au ralenti. Si on va au port de Cotonou, comparaison pour comparaison, les chiffres d'affaires, il faut qu'on nous dise, depuis qu'on a fermé les frontières, quelles sont les activités, quel apport cela a donné au port de Cotonou. Vous allez savoir la différence. Ils peuvent savoir que, comparativement à l'année dernière, en février 2019, nous avons eu ceci, mais en février 2020, nous avons eu ceci. Vous allez voir là l'énorme différence, parce que notre port servait comme un deuxième port à Lagosville, qui est la capitale économique. Oui. Et vous parlez justement de démarches diplomatiques à l'international, rapport de bon voisinage. Vous n'avez pas perdu de vue que les autorités ont mené un certain nombre de démarches dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Non, je vais vous dire, ou bien notre démocratie est chaotique, ou bien nous ne savons pas comment s'y prendre. Parce que lorsque vous êtes en difficulté, vous saurez, en tant que diplomate, savoir comment mener le jeu et mettre la balle à terre. Mais si vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette diplomatie-là.
ou bien quelqu'un qui ne tourne pas rond dans votre comportement et dans votre façon d'agir. Le chef de la diplomatie a apporté récemment une note satisfaisante. On va revenir là-dessus. Il faudrait, un instant, il faudrait que nos gouvernants sachent que nous ne sommes pas le lombric de la terre ici et qu'il faille voir avec les autres comment avancer les choses au mieux pour nos deux États. Soyez rassurés, Badi, depuis peu, le Bénin n'est plus seul dans ce combat. Il est avec un bon nombre de pays de la sous-région récemment. Il y a un travail qui a été fait, présenté au président nigérian par le biais du chef du comité mis en place, le nouveau comité conduit par Kaboré. On y revient aussi, oui. Kasmi Pidjo sur ces chiffres et les efforts déjà faits pour que on tourne cette page. Vous pensez qu'il faut encore et toujours loguer du côté des efforts économiques? Bien sûr. Et permettez-moi de dire, c'est maintenant nous allons rentrer de plein pied dans ce qu'il faut aujourd'hui appeler l'assistance aux opérateurs économiques. Lorsque l'État se met à perdre 48 milliards 6 de francs CFA, est-ce que vous vous êtes demandé combien les opérateurs économiques ont déjà perdu? C'est ça le calcul. Ah bon? C'est ça les vraies valeurs que le ministre agentier national devrait venir nous communiquer. Pourquoi c'est si important? Expliquez à l'autre pourquoi c'est si important. Parce que quand nous prenons les deux régies, à savoir les impôts et la douane perçoit peut-être à proportion, à facture, 25%, 10%, 15% sur le total. Ils perçoivent la TVA aujourd'hui, c'est autour de 18%. Mais les autres, là, l'autre proportion, là, ça revient normalement aux opérateurs économiques. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Pour comprendre la vraie valeur, ce que nous avons perdu, il faut multiplier les 48,6 milliards peut-être par 100. Non, n'exagérez pas. Je n'exagère pas. Parce qu'ils ne nous ont pas donné encore la clé de calcul de ces 48 milliards. Ils n'ont pas dit d'où est-ce que ces 48 milliards sont extraits, de quelle régie il s'agit. Est-ce que c'est les impôts, est-ce que c'est la douane, est-ce que c'est les deux combinés? Ils ne nous ont rien dit à propos. Alors, mais pour comprendre ce qui s'est passé, moi je dis, lorsque l'État perçoit 18% de votre activité, ça veut dire les 82% sont dans votre poche. C'est dans votre activité, vous déduisez 18% pour remettre à l'État. Donc, si je considère, toute proportion gardée, que l'État, les 48%, les 48 milliards du moins 6, ne représentent peut-être que 25% de l'activité économique, ça veut dire les 75% sont de l'autre côté, opérateurs économiques. Et donc, il faut multiplier, il faut une clé aujourd'hui de calcul pour pouvoir comprendre véritablement qu'est-ce que le Bénin paie lorsque les frontières sont fermées. Vous insistez là-dessus, oui. La situation actuelle du Bénin fait que le marché économique est asséché. Tous les opérateurs, la plupart des opérateurs économiques vont s'installer à Lomé. Allez vérifier. Les étrangers comme les Béninois vont s'installer à Lomé parce que rien ne va plus pour eux ici, à Cotonou. J'en sais quelque chose, parce que tout autour de moi, à Dantokwa, se trouvent beaucoup d'opérateurs économiques qui sont partis aujourd'hui. Vous êtes loin du grand marché Dantokwa, c'est cela? Bien sûr, j'ai mon bâtiment là, c'est le marché qui m'a chassé de là. Aujourd'hui, tous mes Chinois ne sont plus là, mes boutiques sont fermées, mon appartement n'est plus loué. Ah bon? Ah oui. Bon, donc il faut... Si vous avez perdu un peu? Ah ben beaucoup. Ma maison qui est libérée là, maintenant aujourd'hui, vous ne savez pas combien je perds. Quand tu n'as pas de loyer, tu deviens pauvre. C'est avec ça que tu fais... Bref, beaucoup d'opérateurs économiques sont partis pour Lomé. Vu la situation présente, le marché n'est plus florissant au Bénin à cause de ça. Il ne faut pas... je ne vais pas me répéter, il ne faut pas se voiler la face. Il faut qu'on mette la balle à terre, qu'on aille faire de la diplomatie diplomatique pour que la situation se débloque. Il ne faudrait pas... Non, vous savez, un pauvre qui ne sait pas tourner la langue meurt de faim. Un pauvre qui ne sait pas tourner la langue meurt de faim. Meurt de feu. De faim, pas de feu, de faim. Meurt de faim. Parce que actuellement, nous savons que nous perdons largement. Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus perdre?
qu'est-ce qu'il faut pour rendre la situation normale? Parce que la situation d'aujourd'hui est anormale. On comprend, mais pour autant, est-ce que le pauvre va se jouer, comme on dit, les serpillères? Il a quand même une certaine dignité à défendre. Oh nom de Dieu, nous ne sommes pas... il ne faut pas qu'ils emploient ça dans le langage diplomatique. On ne peut pas dire serpillère. Non, je n'emprunte pas l'expression des autorités, mais il faudrait faut pas jouer au caïd. Il ne faut pas jouer au caïd. Non, il ne faut pas jouer au caïd. La diplomatie ne tolère pas ça. Vous avez ce qu'il faut dans la diplomatie pour arranger une situation. Vous savez comment arranger une situation. Je me rappelle, entre-temps, quand le Nigeria voulait couper l'électricité au Bénin, le président Yahi Boni s'est déplacé et la situation s'est normalisée. Je ne veux pas reparler du passé. Je voudrais que la gouvernance actuelle trouve les voies et moyens pour mieux arranger la situation. Ils sont dans l'obligation de le faire. Parce que si ils maintiennent la situation comme actuellement, c'est qu'ils vont laisser souffrir le peuple. Beaucoup d'opérateurs économiques ne sont plus là. Nos petits marchands, ça ne marche plus pour eux. Aléa Dantopa, tout le monde crie. Il faudrait qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir. Et ne pas dire, on ne va pas servir de serpillère. Non, vous allez arranger une situation. Vous voulez sauver votre peuple. Vous devez le faire. Il ne faut pas raconter des histoires. Nous avons... qu'est-ce qui a provoqué même la crise? Les non-dits. Oui, justement, est-ce que quand même ça fait bien... les non-dits de la crise. Badiro, avant de venir aux non-dits, on se rappelle que le Nigeria a parlé d'abord, tout au départ, de manœuvres militaires pour des questions de sécurité. Et le Béninais était un peu surpris, il dit, bon, si c'est pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Après quelques jours, ça sort, histoire de contrebande de riz. Mais même pour les questions de bon voisinage, même si c'est l'année une fois encore, est-ce que la vérité ne s'impose pas dans les rapports de bon voisinage? Vous savez, il y a des non-dits. Et lorsque on argumente, oui. On argumente, puisqu'on a dit qu'on avait trouvé une cargaison de fusils quelque part, ils ont argumenté par là. Ils saisissent des arguments pour aller à un but. C'était des prétextes. Je crois que c'est des prétextes. Vous savez, dans le jeu diplomatique, on ne vient pas tout de go vous dire vous m'avez offensé. Okay. On commence par le contournement. Et lorsque vous ne comprenez pas, eh bien, ça se dessine officiellement. Okay. Vous devrez mettre la balle à terre. Une bonne diplomatie doit éviter de casser le bon voisinage. Lorsque même on vous provoque, vous devrez avoir le langage pour contourner et rendre les choses possibles dans la provocation. En tout cas, soyez rassurés, Badiro, et dans les tout prochains jours, vous allez le constater, le chef de la diplomatie béninoise a pris le devant officiellement. Il a annoncé avec le Nigeria, il n'y aura ni confrontation ni victimisation. Tout se fera afin que la normalisation de la situation soit une réalité. La diplomatie, ce n'est pas votre tasse de thé, Kazmi Pedjo, mais là-dessus, ces mots du ministre ne viennent-ils pas apporter un peu plus dans cette crise, comme pour diluer la tension? Non, surtout pas lui. Que tout le monde aille négocier avec le Nigeria, mais surtout pas lui, parce que toutes les fois où il s'est engagé sur ce chemin, le Nigeria s'est davantage irrité et a encore fermé les portes dessus. Surtout pas lui, surtout pas cette diplomatie-là, qui donc invite un diplomate et qui lui parle avec des menaces. Surtout pas cette diplomatie. S'il vous plaît, hier c'était aussi aujourd'hui, parce que c'est ce qui s'est passé hier qui a des retombées aujourd'hui. Surtout pas lui. Il ne faudrait pas qu'on l'envoie. Ce n'est pas lui qui va répondre de ça. Ceux qui iront donc négocier avec le voisin, avec le Nigeria, on les connaît. Ce n'est pas, excusez-moi, j'ai envie d'employer n'employez pas un terme diplomatique que je ne trouve pas. Mais ce n'est pas surtout cette diplomatie béninoise. Vous savez, le débat est allé au-delà de ça. On va inviter aujourd'hui les grands à la table. Nous allons inviter des anciens présidents comme Obasanjo. Nous allons inviter des anciens présidents comme, je ne sais pas, trouver des bons diplomates comme Boni Yahi. Nous allons inviter des opérateurs économiques
comme, je ne sais pas moi, comme Sébastien Germain à Javon, à la table de négociation. Mais lorsqu'ils ont fait ça, le Nigeria, c'est encore... Nous étions partis pour deux produits. Le riz, nous a-t-on dit, et les armes. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine de produits. Exactement. Même le gari béninois est interdit sur le sol nigérien. La dernière fois, le Nigeria a réclamé son ardoise. Ouais. Le Nigeria a réclamé ses factures d'électricité. Ah oui. Ben oui. Et on a payé, on a dit depuis 1960, c'est maintenant on a épongé. Non, arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons de jouer avec les nerfs du voisin. Nous sommes en train de jouer avec les nerfs du Nigeria. Le Nigeria ne veut pas de cette diplomatie. Alors, donc, les actions diplomatiques en faveur du Nigeria, pour moi, ça échoue. Et ça a échoué une fois, ça a échoué deux fois. La troisième fois sera la bonne, ne vous en faites pas. L'agentier national, appuyé désormais par le chef de la diplomatie béninoise, on dit que les petits plats seront mis dans les grands afin qu'on tourne cette page. Oui, Badio? Vous ne voyez pas que la situation est extraordinaire. Depuis la nuit des temps, oui. Nous sommes des voisins du Nigeria, nous avons de bonnes relations. Il y a eu de petits couacs qu'on a réglés entre-temps. Et cette situation, pourquoi ça a perdu aujourd'hui? On dirait que ceux de maintenant n'ont pas la diplomatie nécessaire pour contenir le Nigeria. Alors que depuis, nous avons toujours eu des rapports de bon voisinage. Mais pourquoi aujourd'hui, oui. Ça perdure dans cette situation qui n'en vaille pas la peine? Beaucoup se demandent aussi pourquoi on fait aussi trop de fixations sur le Bénin. Parce que vous l'avez constaté, dans la démarche que d'autres États ont eu à mener, on se rend compte que ces fermetures impactent d'autres États également. Oui. Le Togo, le Ghana, le Niger. Non, ils sont bien loin. Non. Oui, ils sont bien loin, mais ça ne manque pas d'impact. Non, c'est le corridor et de la côte qui est bloqué à partir du Bénin. Parce que tous les produits ghanéens ne peuvent plus passer, tous les produits togolais ne peuvent plus passer, l'ivoirien ne peut plus passer. À cause de nous, il faudrait absolument que le Bénin débloque la situation pour rendre normal tout ce corridor-là. Mais que faisons-nous? Ça fait bientôt 6 mois ou 7 mois maintenant. Il faudrait que nous nous réveillons pour dire que cette situation ne peut pas perdurer. Ce n'est pas du tout à notre avantage. Il faut le savoir. On joue le caïd, pas avec les affaires de l'État. Hein. Ah non. Quand on est caïd pour son petit groupe. Mais dans les affaires de l'État, il faut être assez souple et diplomate. Si on ne fait pas ça, on resterait là. On va faire de beaux discours qui n'en valent pas la peine. Moi qui suis là, je suis Yoruba. Hein. Et je suis peut-être aussi du Nigeria, je sais de quoi je parle. Mon oncle a été le commissaire central de Lagos-Ville. Il est enterré à Porto-Novo. C'est pour vous dire que je sais ce qui se passe. Il faudrait que nous ayons le tact dans nos rapports avec les autres. Et si vous insistez tant sur le Bénin, je suis tenté de vous demander, est-ce que les autres États jouent alors à l'hypocrisie avec le Bénin? Puisque désormais, il y a quelqu'un qui a en main ce dossier. Et récemment, est allé voir Bouhari. La suite, on la connaît. Alors, Christian Kaboré et ses pairs seraient-ils aussi en train de fuir le débat et de laisser la situation aller à la pourriture? Vous savez, les pays francophones, vous m'excusez, hein? Il n'y a que des guignols. Donc ça n'engage pas. Ça m'engage. Parce que vous n'allez pas... Je le dirai, je le répéterai. Et je donnerai mes arguments. Bah, allez-y. Voyez, les pays anglophones, aujourd'hui, vous n'entendez pas que quelqu'un veut faire 3e mandat. C'est dans les pays francophones que tout ça existe. Vous souhaitez encore ce débat? Non. Je vous dis que c'est dans les pays francophones qu'il y a cette pagaille-là. Et ils n'osent pas, puisqu'ils font tous des bêtises, ils n'osent pas reprocher l'autre. Chacun d'entre eux fait des bêtises. Comment voulez-vous qu'ils reprochent à l'autre? Et c'est ça. Si vous prenez le Togo, vous prenez la Côte d'Ivoire, ils font tous des bêtises. Et vous voulez que... Mais ils sont des bêtisards. Il ne faudrait pas que... Si ils prenaient le Ghana pour négocier, peut-être que ça ira. Et je vous jure. Mais si c'est un pays francophone qui doit négocier, il ne pourra pas dire, toi aussi, écoute, mets la balle à terre. Ils font tous des bêtises. Nous sommes là. Vous voyez la Guinée? Celui qui est président là-bas,
était un ancien président de la FIANF, un militant que nous avons tous apprécié et applaudir. Il est là maintenant, Alpha Condé, en Guinée. On parle de 3e mandat. Je ne pourrais même pas imaginer. Vous voyez, les pays francophones, je vous assure que je n'ai pas confiance en leur diplomatie, en leur état d'âme, en leur persuasion. Ils n'ont pas de persuasion. Ils sont tous, ils ont quelque chose qui ne va pas par rapport aux pays anglophones. Ah oui, on espère que ça va se corriger. Mais sur le dossier Kasbih Pidjo, encore quelques jours pour ce qui a été dit de la bouche du président nigérian, un peu de patience à tous ces États, le problème sera réglé. Lorsque Buhari parle en ces thèmes, après avoir reçu Christian Kaboré, quelle étude l'économiste en fait? C'est la diplomatie. Et je ne vois pas Kaboré en train d'intercéder pour que le Nigeria rouvre ses frontières parce que le Burkina Faso est aussi frappé par la mesure prise par le Bénin et qui a amené le Nigeria à fermer ses frontières. Je l'ai expliqué déjà plusieurs fois sur ce plateau. Oui, mais là, les choses ont un peu évolué. Ça n'a pas évolué. Le PVI est toujours mis en exécution au Bénin. Le Nigeria dit « je ne veux pas du PVI. Supprimez-moi le PVI ». Le Nigeria dit « je ne veux pas de cet arrêté qui flanque 86 000 francs CFA à 1 tonne de ciment qui quitte Dangote, enfin qui quitte le Nigeria pour la sous-région ». Le Nigeria dit « je ne veux pas ça ». Mais c'est des mesures qui frappent aussi Kaboré, qui frappent Issoufou, qui frappent Ibeka. Mais vous voyez ces présidents aujourd'hui autour d'une table dire « bon, Nigeria, ouvrez-nous les frontières parce que nous avons des difficultés ». Eux-mêmes, ils vivent de plein fouet cette disposition légale, constitutionnelle, si vous voulez, parce que la loi des finances qui instaure ça, elle est constitutionnelle. Mais vous voyez ces présidents-là aller négocier avec le Nigeria pour dire « rouvrez-moi les frontières, nous sortons maintenant du débat économique et nous ouvrons la page diplomatie ». Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi je rejoins un peu M. Badirou qui dit que nous avons tous certainement des choses à se redire. Vous voyez Kaboré en train de dire, peut-être au chef de l'État béninois, Patrice Talon, vous voudrez bien revoir votre copie sur le PVI. Vous le voyez le dire pour que lui mette en exécution. C'est pour cela quand le Nigeria dit c'est pour quelques jours, c'est certainement dans l'espoir qu'en 2021, certainement par miracle, le peuple va choisir, peut-être après ces souffrances, le peuple va choisir d'autres dirigeants et quand ils vont venir, certainement, on va revoir les choses, la copie. Mais à l'état actuel, si le Nigeria rouvre ses frontières, mais c'est que le Nigeria aussi n'est pas sincère envers lui-même. Je n'ai jamais dit sur votre plateau que le Nigeria garde sa pression sur le Bénin. Je n'ai jamais dit ça. Parce que les Béninois vivent une situation pas des plus reluisantes. Mais je dis à l'étape actuelle, si le Nigeria rouvre ses frontières, avons-nous réglé la question du PVI, avons-nous réglé la question des armes, le Bénin n'a jamais pris une disposition pour dire désormais, voilà comment je vais contrôler l'entrée sur mon sol des armes. Le Nigeria, le Bénin n'a jamais pris une disposition. Je vais vous dire une chose, la frontière n'est pas hermétiquement fermée. Il y a la circulation des hommes, on va, on vient. Si quand vous avez votre titre de voyage, vous passez. Hein. Oui. Mais c'est les rapports commerciaux qui ont été fermés, restreindre complètement. Et vous voyez, c'est une guerre commerciale. Ça, le mot est trop fort. Oui, mais comment? Vous avez votre passeport, vous passez. On vous fait les formalités de douane et vous rentrez là-bas. Mais aujourd'hui, si vous allez en mission au Nigeria, on ne vous empêche pas de passer. Hein? Non. Mais c'est une guerre, du moins, je peux parler ainsi, que nous n'avons pas mis de l'eau dans notre vin. Il faut mettre de l'eau dans notre vin pour avoir de bonnes relations avec le Nigeria. Nous savons que notre économie est arrimée à l'économie du Nigeria. Vous ne pouvez pas le nier. Nos opérateurs économiques, 90% prennent leur argent au Nigeria. Et vous voulez vous amuser avec le feu en disant que nous ne perdrons rien à la fermeture de la frontière. Non, on perd beaucoup. Beaucoup alors. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas, en toute honnêteté aussi, interpeller le grand voisin? Lorsqu'on est ensemble pour le meilleur et le pire. Et lorsque le petit déconne, comme on dit, prenez l'expression ainsi, à caricaturer les faits,
on doit pouvoir l'appeler et régler le problème, que de tirer les oreilles à tout le monde. L'humilité fait gagner beaucoup de choses. L'humilité. Allez humblement, négocier. Voyez ceux qui ne veulent pas et mettez les choses, soyez d'accord avec eux sur les points d'ombre. Et vous refaites la bonne, et vous rétablissez les bonnes relations de bon voisinage et il n'y a rien qui ne puisse pas trouver de solution. Il n'y a aucun problème qui ne trouve pas de solution. Mais quand on s'entête à ne pas comprendre les rapports de force, eh bien on perd toujours. Ah oui, la situation, quand on vous suit, n'a d'issue et n'aura d'issue que dans le dialogue. Je suis d'accord. Dans le dialogue et dans le bon dialogue. Il a dit, M. Badirou, dans l'humilité, vous avez un problème avec le Nigeria. Est-ce qu'on a même besoin d'avoir un président comme Kaboré pour la médiation? Vous pensez que le Bénin à lui seul peut régler ce problème? Quand même. Il faut appeler les autres. Vous pensez aujourd'hui que s'il y a un comité donc, de discussion, de négociation avec le Nigeria, que le Bénin met sur pied, fait des concessions, vous pensez que Buhari va fermer les portes à la discussion, à la négociation? Non. On n'a jamais vécu cette situation. Le Nigeria à lui seul, 66% du produit intérieur brut de la CEDEAO. Quand même. Le Nigeria est un État souverain. Que Trump appelle Buhari et lui dit rouvre les frontières, ça ne regarde pas Trump. Le Nigeria fait ce qu'il veut. Les accords communautaires, ce n'est pas de la dictature. Nous sommes libres de respecter. Le Nigeria est libre de respecter. Vous avez renvoyé. Ah non. Vous ne pouvez pas dire ça, que les accords sont des accords. Et quand vous prenez des accords, il faut les respecter. Vous l'avez respecté lorsque vous avez renvoyé Globomobile de chez vous, qui est un Nigérien. Vous l'avez respecté lorsque vous prélevez 86 000 francs sur les produits ciment venant donc du Nigeria. Vous l'avez respecté et vous voulez que nous on respecte plutôt ce que vous allez faire. C'est pas possible. Donc je crois que... S'il vous plaît, Casimir Pédior, même si c'est pertinent, comme dit, le rôle des médias c'est aussi d'éduquer. Mais on ne va pas bâtir une société sur les erreurs du passé. Donc si erreur il y a vous appelez déjà si erreur il y a eu de la part d'une partie contratante, je ne trouve pas que ça soit une raison suffisante pour que d'autres fassent la même erreur. Si les autres n'ont pas respecté les accords, ce n'est pas une raison pour que l'ensemble continue à regarder dans la même direction. Il faut arrêter et partir alors sur de nouvelles bases. Vous appelez déjà la période 2016 à 2019 ou 2020, vous appelez ça déjà le passé, lorsque ces mêmes dirigeants, vous l'avez suivi, les dirigeants sont venus à la télé la dernière fois dire que tout s'est mal passé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui et que c'est depuis 2016 que les bonnes choses ont commencé dans ce pays. Donc vous voulez dire que cette période-là, aujourd'hui, c'est déjà hier? Non. Les choses qui se font depuis 2016, c'est l'actualité. Et ça, ce n'est pas des erreurs du passé. Ça, c'est des fautes du présent. Et il faut corriger ces fautes-là. Ce que vous appelez aujourd'hui, le Bénin n'était pas comme ça depuis 1960. C'était pourtant ça qui avait laissé libre cours au commerce entre le Nigeria et le Bénin. C'était ça qui avait laissé le couloir, le corridor circuler. Donc, vous êtes venus, sachant bien que ce qui se faisait hier était bon, mais parce que vous voulez vous greffer sur ce qui se faisait, vous avez estimé que tout ça c'est mauvais. Si le Nigeria considère que vous persécutez ces opérateurs économiques chez vous, il n'y a pas de raison qu'on vous ouvre leurs portes. Ça, ils protègent leurs opérateurs économiques aussi. Il faut le savoir. Si le Bénin pense maintenant que le Nigeria persécute les opérateurs économiques béninois au Nigeria, le Bénin va-t-il croiser les bras? Non. Il faudrait savoir que parfois, c'est œil pour œil, dent pour dent. Lorsque vous nous faites mal, nous vous faisons mal. Et c'est de la discussion que j'ai eu, la lumière. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Vous avez fait ceci qui ne nous convient pas. Vous avez fait cela qui ne nous convient pas. Allons-y sur de nouvelles bases et vous ramassez les clics et les claques. Comme il dit qu'ils ne veulent pas du PVI. Ils ne veulent pas, vous avez chassé Glo. Bon, Glo, on sait que c'est pour le Nigeria. Le PVI, on sait que Dangote a le plus grand, la plus grande contingence pour traverser le Bénin.
et vous prenez l'argent dessus. Vous voyez, il y a trop de choses qu'on pourrait ramener. On pourrait ramener à un ancien système pour mieux reprendre les relations. Mais s'entêter à ne pas le faire, c'est se suicider. Alors on va un peu évoluer, on va voir au-delà de ces deux États condamnés au fait par l'histoire. C'est ça, géographiquement, le Bénin, veuille ou non, restera à côté du Nigeria. Le Nigeria, veuille ou non, restera à côté du Bénin. Donc les deux sont condamnés. Alors lorsque deux frères condamnés par la vie, ainsi on arrive peut-être à ne pas se comprendre, est-ce que quelque part les deux ne doivent pas se remettre en cause pour le regard extérieur, de peur de devenir une proie facile pour l'ennemi qui les observe de loin? Je veux parler de ce grand ensemble auquel le Nigeria et le Bénin appartiennent. Crédibilité désormais pour cette unité qui n'arrive pas à régler ce problème. L'Union africaine, la CEDEAO, aucune issue. Ça fait quand même pas dommage? C'est cela que je vous dis. Cette situation est inédite. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un entêtement qui puisse pourrir les relations entre le Bénin et le Nigeria. Les choses ont commencé comment? Lorsque le Nigeria constate que ses opérateurs économiques sont malmenés, il ne va quand même pas croiser les bras. Et vous, de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de choses. En tout cas, la situation présente, il n'y a pas de problème sans solution. La solution dépend des hommes. Vous voyez, lorsque, par exemple, vous avez un problème, si vous ne cherchez pas la solution, le problème ne sera jamais résolu. Oui, bon, le regard par rapport à ce grand ensemble auquel les deux États appartiennent, est-ce qu'il ne faut pas s'en désoler au-delà de tout? L'Union africaine, la CEDEAO servent encore à quoi lorsque, face à un problème comme celui-là, il ne peut pas apporter la solution, Kazmi Pidjo? Ne tenez pas compte de l'Union africaine dans ce débat parce que l'Union africaine en elle-même n'est pas encore une structure de ce niveau pour pouvoir donc influencer dans la balance. Ils ont quel pouvoir de décision? Quand vous prenez des États autour du Nigeria comme le Tchad, Idriss Déby a quel pouvoir aujourd'hui pour réclamer donc l'ordre ou le silence autour de ce débat-là? Quand vous prenez le Cameroun, on dit, la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods disent que le PIB de Lagos, l'État de Lagos, parmi les 36, c'est le cumul du PIB du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Vous voulez que ces messieurs viennent dire quoi dans ça? Mais le Nigeria, c'est une puissance. Même dans l'Union africaine, le Nigeria, c'est une puissance. Et quand ça se passe comme ça, la BAD, s'il vous plaît, c'est encore un Nigérian qui dirige. Et la réserve du Nigeria est assez consistante. Au niveau de ces... Donc, quand ça se passe comme ça, vous pensez que c'est des petits pays qui vont donc... non, ça se négocie. Et je crois que quand vous voulez la paix, vous n'allez pas convoquer des personnes comme Boni Yahi. C'est ma conclusion. Quand vous voulez la paix, quand vous voulez rétablir l'ordre, vous ne convoquez pas des gens comme Boni Yahi. Ça, c'est du passé. On évolue. C'est pas du passé. Parce que c'est ces messieurs que vous allez envoyer pour la négociation. Donc, j'invite la diplomatie béninoise. Je n'invite pas le ministre de la diplomatie. La diplomatie béninoise a rétabli l'ordre. Merci beaucoup. On vous a compris. Badirou? Oui, je voudrais seulement que nous mettons la balle à terre. Que merci, nous allons on vous a compris. Dans la voie de la diplomatie pour régler au mieux et vite ce problème. Merci Badirou, merci Kazmi Pidjo, merci chers téléspectateurs, réalisateurs du jour. Un grand merci. On vous compagnie sur cette citation du physicien théoricien britannique Stephen Hawking. Aussi difficile que la vie puisse paraître, mesdames, messieurs, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Ne jamais désespérer. À très bientôt.